suis Dr Pinault, je suis chef des services des urgences de Clermont. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaye de parler cette fois pour que tout le monde m'entende. On avait eu des problèmes lors des webinaires antérieurs. Et donc, c'est surtout le Dr Joseph qui va animer ce webinaire, qui est infectiologue au CHU d'Amiens, dans le service du professeur Schmitt, que vous connaissez pour la plupart tous, d'autant plus qu'il était venu nous voir il y a quelques années pour nous donner quelques informations sur les antibiotiques à l'époque. Moi, je voulais juste revenir sur pourquoi ce webinaire. Personnellement, je suis pro-vaccination à 100% et sans j'ai aucun argument contre. Et je pense que j'avais envie en fait de faire vraiment une thématique que sur la vaccination Covid pour que sur le Clermontois, la campagne de vaccination soit efficace. Pour commencer sur l'état des lieux, comme l'avait dit M. Macron le 1er décembre, c'est une stratégie de vaccination qui n'est pas obligatoire, mais c'est une stratégie de conviction et de transparence. Il faut qu'on mise tous sur l'assentiment de notre population, qui est malheureusement structurellement en France plutôt vaccino-sceptique. Dans ce contexte, une nouvelle obligation n'aurait pas été bien perçue et aurait été perçue comme une nouvelle règle liberticide. Ça n'a pas été une bonne idée. Quant aux incitations financières à titre d'amende, réduction d'impôts ou autre, clairement, ça n'aurait pas été jugé comme une bonne mesure, surtout qu'en France, la santé est par définition considérée comme plus importante que le reste. Donc, il va nous falloir que nous, en tant que population de terrain du Clermontois, on arrive à convaincre les patients et nos patients du bien fondé de cette campagne de vaccination. Et quand on regarde ces quelques chiffres, clairement, la population, notre population de la Révolution française en règle générale, a confiance dans son médecin traitant, bien plus que dans les institutions gouvernementales ou les instances nationales de santé. D'où l'importance des partenaires de terrain que sont les médecins traitants, pharmaciens, kinés et autres. C'est le deuxième graphe que vous voyez en dessous. Ça montre en fait l'évolution de la volonté de se faire vacciner en France contre la Covid-19. Dans les autres pays européens qui nous entourent, l'annonce qu'un vaccin allait être disponible a fait l'effet inverse, en fait. C'est-à-dire que les vaccinosceptiques qu'il pouvait y avoir ont plutôt basculé vers le oui, certainement, on va se faire vacciner. Alors qu'en France, on a plutôt basculé vers le oui, probablement ou le non, probablement. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce graphique, je trouve, et ce sur quoi on doit s'appuyer, c'est que quand vous regardez la population du milieu, à savoir la population qui a répondu, les 31% qui sont maintenant dans le non, on ne se fera probablement pas vacciner, et le oui, on sera probablement vacciné. Ce sont des gens, en fait, c'est le cœur de notre campagne, c'est les gens qui peuvent encore être, pour lesquels on peut encore réussir à décider, à se faire vacciner. Donc je pense que c'est vraiment cette population-là qu'il faut qu'on arrive à convaincre. Nous, en tant que médecins, en tant que pharmaciens, en tant qu'infirmiers libéraux, en tant que kinés, etc. Pour ce, il y a quelques clés, je pense, qu'on peut utiliser et qu'il faut qu'on utilise. C'est qu'il faut qu'on soit complètement transparent et je pense que Cédric le sera, je sais que Cédric le sera dans ses diapos, sur le fait, sur la connaissance qu'on a à l'heure actuelle sur les effets secondaires possibles des vaccins. Il faut aussi qu'on insiste sur le fait que, clairement, la vie qu'on a pu mener en 2019 était quand même bien meilleure que celle de 2020 et que, clairement, la vaccination pourrait nous permettre au moins, pourrait vraiment nous permettre de revenir à un monde plus proche de celui qu'on avait avant. Parce que, clairement, les campagnes de port de masque, de mesures barrières, etc., on le voit bien, ont une limite. Et la vaccination nous permettra de probablement nous rapprocher du monde dans lequel on vivait avant. La défiance, la troisième clé, c'est que la défiance forte que la population française peut avoir envers les institutions politiques et les institutions scientifiques n'est pas la même et est beaucoup moins importante sur les acteurs de proximité que nous sommes tous. Et que donc on a clairement un rôle à jouer et il faut qu'on le joue à fond pour que la population qu'on soigne soit convaincue du bien fondé de cette
campagne de vaccination. Sur les études aussi qui ont pu être menées au niveau, que ce soit au niveau médical, sociologique, montrent bien que la part de la population jeune est plus réticente à se faire vacciner que la population un peu plus âgée. Et donc, il faut qu'on insiste bien sur cette population, qui parfois d'ailleurs nous échappe, parce qu'on ne les voit pas forcément souvent. Et donc, il faut qu'on ait un message global autour de nous, envers ces jeunes, pour les décider à aller se faire vacciner. Ensuite, je pense qu'on a un rôle aussi à jouer en termes symboliques. Que ce soit les élites politiques ou nous, les acteurs de terrain, les médecins traitants, les chefs de service, etc. Je pense que si on est les premiers à se faire vacciner, on cassera un peu le dogme qui dit, ce qu'on peut lire dans les médias, dans les réseaux sociaux, qui est les grands politiques, les médecins, les chefs de service, on peut se faire vacciner en premier, et on verra nous après. Moi, personnellement, malheureusement, je ne fais pas partie de la population qui peut se faire vacciner pour l'instant, mais j'ai déjà dit que s'il y avait une dose de vaccin, par exemple, on sait qu'il y a 5 doses dans le vaccin Pfizer, dans le vaccin qu'on va réaliser à Clermont-de-Loise, et j'ai déjà dit que si un soir à 17h, on voit qu'il reste une dose dans un flacon, que je suis présent et qu'il ne faut pas perdre cette dose, je veux être vacciné, sans aucun doute. Si je peux l'être, je le serai. Mon chef de service, mon ancien chef de service des urgences, c'est Eric Charpentier, qui est chef de pôle du MCO sur Clermont, qui a 58 ans et qui donc correspond, lui, à la population ciblée par la campagne des vaccinations. On va se faire vacciner la semaine prochaine. Donc, c'est la cadre de santé de notre service également. Donc, clairement, on essaye, nous, en tant que médecins et, on va dire, certaines autorités de santé, là où on travaille, de montrer l'exemple auprès de nos patients, de nos équipes, etc., pour montrer qu'il faut se faire vacciner. Et enfin, je pense que, et d'où l'intérêt de ce webinaire, plus on a une campagne de communication qui commence tôt, avant que les doses vaccinales n'arrivent, je pense qu'elle est déjà presque un peu trop tardive, mais bon, on peut encore rattraper le coup, plus on a une chance que cette campagne de vaccination soit couronnée de succès. Bon, j'en ai fini pour ce préambule et je laisse à Cédric le soin de nous apporter toutes ces connaissances et de nous donner toutes les clés pour pouvoir répondre aux questionnements qu'on peut avoir nous et que peuvent avoir nos patients et nos familles concernant la vaccination contre la COVID-19. Merci Pierre pour cette présentation. Vous voyez tous mon PowerPoint, oui, c'est bon? Ouais. Alors, donc, il m'a proposé de vous parler de l'actualité de la vaccination concernant le Covid-19 il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, je ne sais plus. Hein. Donc, j'avoue, je me suis mis à jour récemment et en plus, ça bouge sans arrêt en ce moment, et, surtout depuis le petit coup de pression du président là, récemment aux sorties de son infection sur le Covid, qui trouvait que la démarche de vaccination est un peu lente. Donc, il y a probablement des choses qui seront modifiées rapidement par la DGS, que vous aurez les données assez rapidement. Nous, on a plein de réunions en cours en ce moment. Monsieur Schmitt, d'ailleurs, il est là actuellement pour essayer de mettre en place des centres de vaccination comme il y avait pu y avoir lors de l'infection de H1N1. Ceci est surtout dû au problème de conservation du vaccin qu'on a actuellement disponible, qui est le Pfizer. Parce que tout le monde n'a pas de congélateur à -80 et c'est pas forcément facile de le faire en ambulatoire. Ça, c'est le temps d'attendre l'arrivée des nouveaux vaccins qui sont beaucoup plus faciles à utiliser en ambulatoire que vous aurez prochainement. Alors, pourquoi on s'est intéressé au vaccin contre le Covid? C'est surtout pour permettre à notre système immunitaire d'enrayer la maladie avant qu'elle se développe, c'est-à-dire avant d'avoir l'atteinte de l'arbre bronchique et du coup de cette phase d'invasion inflammatoire qui conduit malheureusement beaucoup de personnes de plus de 75 ans à trépas. Ce vaccin, il est surtout centré sur ce qu'on appelle la protéine S ou spéculée ou spike, qui est une protéine d'enveloppe du virus, qui a été assez connue assez rapidement, hein, dès les premières études réalisées en Chine et assez transmises assez vite et qui est capable effectivement du coup de déclencher une réponse immunitaire avant même la phase d'invasion, puisque c'est ce qui permet au virus de pénétrer dans nos cellules à nous. Donc il y a différentes études qui ont montré que ça déclenchait des anticorps et c'est pourquoi tous les centres qui font de la recherche dans la vaccination sont partis sur cette protéine-là, d'autant plus qu'elle était déjà connue sur les autres infections à SARS-CoV.
Donc, on s'intéresse vraiment à cette vraiment protéine d'enveloppe qui est vraiment la plus superficielle et qui est vraiment une protéine qui permet l'adhésion de notre virus corona à notre épithélium oropharyngé et qui après permet l'inclusion et la dissémination. Donc, les buts, c'est d'injecter cette protéine ou les agents codant cette protéine au niveau d'une cellule présentatrice d'antigènes pour déclencher la réponse immunitaire avec les lymphocytes T activés qui après présentent les antigènes aux lymphocytes B et la production de plasmocytes et donc d'anticorps neutralisants. C'est vraiment ça notre démarche dans cette thématique-là. Et pour le coronavirus, contrairement aux autres maladies virales qui ont déjà été éradiquées par la vaccination, on a besoin d'une couverture vaccinale de 50 à 60% de la population générale pour permettre d'avoir un R0 qui diminue en dessous du seuil de 0,8, ce qui permet déjà d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus contrôlé et qui permet d'augmenter les libertés interindividuelles, qui était soulevé par Pierre juste avant. Donc, on a plusieurs types de vaccins. Il y a les classiques, ceux qu'on connaît très bien, sur un virus entier inactivé ou juste sur un fragment de virus. Et il y a les deux nouvelles techniques qui sont sujettes à polémique et à beaucoup de complots qu'on connaît moins bien, qui sont les approches par acide nucléique pur, ADN ou ARN, comme l'ARN messager, ou avec l'utilisation d'un vecteur viral. En fait, c'est des technologies que nous, on ne connaît pas bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaccins qui ont abouti à une AMM dans ces techniques-là, mais c'est quelque chose qui sont connus depuis les années 80 déjà. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Donc, pour en faire un petit rappel sur les vaccins virus entiers atténués, quand on a un vivant, le principal inconvénient, c'est surtout la production, puisque c'est des manipulations génétiques, on a un problème de conservation. On ne peut pas l'administrer aux immunodéprimés aux femmes enceintes, sachant que les immunodéprimés sont la cible de notre campagne vaccinale concernant les infections au coronavirus. Et on peut avoir des réversions, et du coup, arrivé à un moment, on peut même provoquer la maladie avec un vaccin vivant qui, en fait, récupère une autonomie et qui, du coup, peut être de nouveau invasif. Par contre, effectivement, comme pour la maladie, hein, ça donne une bonne réponse B et T. Après est arrivé les vaccins inactivés. Pareil, là, c'est surtout un problème de mise en place, c'est la culture en B3 et on a besoin d'adjuvants et de rappels pour garder une immunité. Et ça déclenche principalement une réponse B. Après, c'est quelque chose qui est assez bien connu également, c'est même la plupart des vaccins qui sont actuellement utilisés. C'est le premier vaccin qui a été mis en place en Chine avec le Sinovac et qui a un préclinique au niveau du singe. On a déclenché une protection de l'atteinte pulmonaire, mais par contre, on gardait le portage pharyngé. Du coup, ce qui n'était pas intéressant au niveau simien, puisque du coup, on ne cassait pas la chaîne de transmission, et du coup, on continuait à contaminer malheureusement les personnes fragiles qui n'auraient pas été vaccinées. C'est avec un adjuvant, il se fait en 2 doses et on a un titre d'anticorps qui reste faible. Surtout chez les moins de 50, sur la bonne, on a une moins bonne réponse chez les 50-59 ans et plus jeunes. Et du coup, on est vraiment sur la partie où justement circule beaucoup le virus, avec certes des formes atténuées, mais qui va toucher les personnes à risque de faire de formes graves. Donc du coup, c'est toujours problématique et c'est quelque chose qui ne permettra probablement pas d'avoir un R0, enfin une couverture vaccinale suffisante s'il est utilisé seul. Après, vous avez les vaccins composés d'une partie protéique, soit des sous-unités protéiques ou des pseudoparticules virales qui permettent de déclencher la réponse immunitaire. Donc souvent, c'est des fragments de protéines qui sont dégradés par nos macrophages et présentés à nos cellules présentatrices d'antigènes et à nos lymphocytes. Ça permet, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est à une bonne innocuité, c'est un stockage assez simple puisque c'est entre 2 et 8 degrés, donc c'est quelque chose qu'on peut faire en ambulatoire facilement. Par contre, là, c'est un problème de production. On est vraiment c'est des vaccins qui nécessitent beaucoup de temps et de produire, et on n'aurait pas pu les avoir dans les délais qu'on a eu là pour pouvoir avoir des vaccins opérationnels rapidement. C'est pareil que les autres, ça a besoin d'adjuvants. Donc, comme on connaît la méfiance de nos concitoyens sur les vaccins adjuvés, et ça nécessite des rappels. Donc, du coup, on s'opposera à 2 autres problématiques au sein de notre population. Celui qui est actuellement utilisé, c'est Novavax, qui est expérimenté aux États-Unis. Par contre, il permet une très bonne réponse vaccinale, avec des titres d'anticorps assez rapides, et la protection est complète.
et elle reste longtemps. Donc c'est plutôt un vaccin qui est intéressant. L'inconvénient, c'est que probablement c'est un vaccin qu'il faudra faire des rappels. Après, on arrive sur les nouvelles variantes. Donc vous avez le vaccin utilisant un vecteur viral. Ça, c'est les deux vaccins qu'on a vus et qui ont été utilisés notamment en Russie avec Sputnik. Donc, c'est une technologie où là, on utilise un vaccin, un virus qui n'est pas pathogène pour l'homme pour essayer d'inoculer quelque chose en tant que vecteur dans les cellules cibles. C'est assez utilisé dans le domaine des anticancers et de la vaccination anti-infectieuse, notamment dans les recherches sur le VIH. Donc, on a vraiment des choses très intéressantes là-dessus. Après, c'est quelque chose pour lequel, dans ces domaines-là, c'est pas encore abouti, mais qui ont permis du coup d'enchaîner sur le développement de la recherche sur le coronavirus. Il délivre également un système d'activation du système immunitaire en produisant la protéine cible. Et donc là, dans ce cas-là, c'est modifier génétiquement la séquence virale du virus vecteur pour obtenir la réponse souhaitée. Donc, dans les cas des schémas qu'on a utilisés, ça, en fait, ils ont fait des coupures et des cassures au niveau des séquences d'ADN pour inclure la séquence codante de la protéine S. C'est des vaccins qui sont souvent utilisés à base d'adénovirus, car c'est des virus qui sont plutôt non pathogènes chez nous, chez l'homme. Et donc, les premiers travaux datent de plus de 30 ans. Là, en vaccin candidat, on a celui d'Oxford avec AstraZeneca, donc on a Sputnik 5 en Russie et Casino Bio en Chine. Donc, 3 vaccins pour lesquels ils sont en cours de processus et d'études sur ce vaccin avec des phases 2, 3. La séquence, donc on a bien inclus la séquence de la protéine S au sein de ces adénovirus et on essaye de voir après derrière si ça déclenche une réponse vaccinale ou non. Donc celui qui est autre vaccin candidat, pareil sur le même modèle, mais dès partir d'un autre virus, c'est le vaccin de Merck qui lui est parti du virus de la stomatite vésiculeuse, qui est non pathogène chez l'homme, qui peut donner des petites vésicules chez l'enfant, mais en général c'est une maladie infantile qui passe inaperçue, car peu symptomatique. Et on peut avoir un syndrome grippal chez le sujet adulte. Donc souvent, c'est classiquement, en plus, il circule en même temps que le virus grippaux. Donc souvent, il est assimilé à une grippe au moment de l'infection et il est traité de façon symptomatique. Et c'est pour le coup, il est vraiment peu symptomatique. Ça fait plutôt grippette que vrai syndrome grippal, comme on peut voir dans la grippe aiguë. Donc c'est pareil, là, ils ont sélectionné l'ARN codant pour la protéine S pour l'introduire dans son génome. Le principe de production de ces 3 vaccins est exactement le même. Hein. C'est vraiment des manipulations génétiques où on incorpore nos séquences codantes en fonction de la cible identifiée et ciblée. Du coup. C'est des vaccins qu'on a du recul hein, sur ces vaccins, hein, donc étudiés depuis les années 80. Sanofi avait développé celui pour la dengue et la fièvre jaune. Pour l'instant, il était en cours d'obtention de l'AMM et il est en cours de validation. Après, vous avez des vaccins qui avaient été développés au moment de l'épidémie d'Ebola avec Ervebo, que pour le coup, nous, on n'a pas eu, mais qui ont été développés aux États-Unis et proposés également en Afrique. Et vous avez Janssen qui, lui, avait fait Zabdebo, pareil, sur les mêmes principes. Et donc là, il y en a d'autres en cours, notamment quand on a eu une épidémie de chikungunya sur l'île de la Réunion ou le Zika. Donc il y a des vaccins qui sont en cours de fabrication sur ces 2 virus-là. Surtout le Zika, c'est surtout pour la prévention des malformations infantiles, hein, puisqu'on sait que chez l'adulte, c'est pas pathogène. Donc on a d'autres mécanismes de vaccination sur ces principes-là qui vont arriver également. Donc c'est quelque chose qui est connu, pour lequel on a assez de recul maintenant. Par contre, effectivement, on verra que c'est des choses qui mettent beaucoup de temps et que là, il y a eu des pressions qui ont fait que la machine a été beaucoup plus vite. Donc, ce qu'il faut retenir des vaccins à vecteur viral, c'est qu'on a une réponse immunitaire B et T complète. Le stockage est intéressant entre 2 et 8 degrés. Par contre, on peut avoir une immunisation anti-vecteur, ce qui est le cas pour nos adénovirus, puisque c'est des virus qui circulent de façon classique dans la population. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir des réponses en 2 temps et avec des absences de réponse immunitaire parce qu'on a déjà détruit le vecteur avant même qu'il puisse exprimer la séquence ciblée. Et c'est assez complexe à produire.
Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a 4 vaccins candidats en cours. Celui de Chine, quasi sinon, il est en phase 2 avec une bonne réponse T, mais un titre neutralisant assez faible. On a l'immunité préexistence contre l'adéno 5 qui fait que du coup, on n'a pas de réponse chez les personnes âgées. Par contre, il y a pas mal d'effets indésirables, forcément, puisqu'on est sur un virus atténué, on a les effets de la fièvre, les maux de tête, le syndrome pseudo-grippal. AstraZeneca, pareil. Et là, on s'aperçoit également que, en fonction des schémas vaccinaux déposés, on n'a pas la même réponse. Par exemple, eux, ils ont fait une dose, puis une demi-dose et une dose. Et du coup, là, on arrive à avoir une réponse satisfaisante de 90%. Par contre, c'est des schémas plus complexes en 3 injections, alors que quand on fait 2 doses complexes, on a une moins bonne réponse. Et ça, c'est vraiment dû au fait d'avoir une immunité croisée avec déjà le vecteur, en fait. Et du coup, on a vraiment notre système immunitaire qui détruit le vecteur avant même qu'il exprime la protéine cible. Pour Gamaleya et JNJ, on a exactement les mêmes problèmes. Là, eux, ils font une dose et on a 2 études discordantes où une donne une protection en supérieur, l'autre en inférieur avec une dose. Donc, du coup, on attend encore les études complémentaires là-dessus. Celui à acide nucléique, on a une rapidité de production, l'absence d'immunité contre le vecteur. Pas de vaccin sur le marché, donc c'est ça qui fait la crainte. C'est ceux qui sont actuellement là en cours. Stabilité de conversion, réponse immunitaire excessive. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec les premiers essais sur les ARN messagers, mais pas forcément avec ceux du coronavirus. C'était des essais de vaccination sur d'autres thématiques ciblées, où effectivement, on a des réactions avec les interférons et du coup, les patients qui déclenchent de façon plus précoce une maladie auto-immune pour laquelle ils étaient déjà préexposés, comme on peut le voir avec d'autres vaccinations. Donc là, celui qui est utilisé principalement, il y a Moderna et Pfizer. Donc aux États-Unis, c'est Moderna. Donc les phases précliniques sur la souris étaient très intéressantes, avec des anticorps neutralisants autour de 1 sur 3000. Ça donne une bonne protection au niveau du poumon. Et donc là, on a des phases 2, 3 et on a un taux d'efficacité de l'ordre de 94%, ce qui n'est pas mal, et des effets secondaires systémiques aux environs de 50%, et c'est plutôt des effets secondaires plutôt locaux, à type de rougeur, et après, effectivement, on a des effets classiques de pâte d'énergie, mais qu'on peut voir même contre placebo, et en fait, on est vraiment sur des patients qui présentent exactement les mêmes effets secondaires dans le même pourcentage dans le bras vaccination et le bras placebo. Je vous montrerai les 2 études après. Donc pour les vaccins ARN, comme je vous disais, c'est pas inconnu, hein, on en a vraiment plusieurs en cours. Il y en a contre le CMV, contre le Zika, contre la grippe, qui serait pas mal, puisque du coup ça nous permettrait effectivement d'avoir quelque chose d'actualisable beaucoup plus rapidement en fonction des souches qui circulent. Après, l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir l'adhésion de la population. Et donc après, vous avez Pfizer BioNTech, donc c'est celui qu'on a actuellement qui va être bientôt, qui est disponible puisque c'est les doses qu'on arrive et qui arrivent au fur et à mesure, où là, effectivement, on a une première couverture qui est pas satisfaisante autour de 50% à la première dose et qui passe à 94% dès qu'on passe à la deuxième dose qui est effectuée à J21. Et donc, c'est celui que vous aurez. Donc, les vaccins ARN, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont synthétisés au laboratoire, c'est simple et rapide. Par contre, ils nécessitent d'être entourés d'une enveloppe lipidique et de polyéthylène glycol d'un micro, d'où le fait qu'ils sont entourés de nanoparticules, et dont vous allez entendre des complots là-dessus, en pensant qu'on met des micropuces. Production de la protéine S par nos propres cellules. Donc ça, c'est plutôt bien parce que du coup, c'est nos cellules qui produisent la protéine S et qui la présentent à nos cellules présentatrices d'antigènes, puis à nos lymphocytes. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une réponse vaccinale assez rapidement. Et on produit nos anticorps neutralisants par nos lymphocytes B. Vous me dites hein, si je vais trop vite, tu m'arrêtes. Ouais, non. Donc, pourquoi on a développé des vaccins aussi rapidement? C'est vrai qu'habituellement, pour avoir un vaccin, il faut en moyenne presque 20 ans. Quand on regarde, maintenant avec les délais, on arrive à aller à 10 ans. Et là, en fait, on avait déjà des études pour lesquelles on avait déjà des méthodes assez avancées dans certains domaines. Donc là, je vous disais, il était étudié dans le VIH. Il avait été utilisé également dans les anti-cancers et dans l'épidémie de SRAS, parce que lui, pour le coup, était vraiment mortel. Du coup, il avait déjà pensé à évoluer un vaccin sur le SRAS et le SARS-CoV-1 à l'époque.
Et du coup, mais par contre, on n'a pas eu la vague épidémique, donc ça avait été arrêté parce que pas de fonds. Et là, contrairement à ça, donc on avait vu l'épidémie, l'ampleur de l'épidémie en Chine, dès qu'ils ont pu typer le vaccin et la séquence de la protéine Spike, celle-ci a tout de suite été donnée dans le domaine public et du coup, ça a pu être tout de suite pris en charge par toutes les équipes scientifiques et on avait vraiment plusieurs déjà types de candidats qui étaient en cours. Ils ont pu rentrer assez vite les séquences dedans et du coup, on lançait la machine et bien sûr, ça c'est le nerf de la guerre, hein. Là, pour le coup, on a eu un afflux d'argent qui venait de toutes parts. Donc, du coup, ça a été beaucoup, beaucoup plus rapide pour avoir les fonds et pour pouvoir mettre en culture et élaborer les techniques. Et bizarrement, hein, même scientifiquement, hein, les conseils d'éthique et de veille scientifique sur toutes les études avaient des réunions, un cycle de réunions beaucoup plus rapide, donc ce qui permet de valider les protocoles beaucoup plus rapidement, comme on voit qu'habituellement ils se réunissent 2 à 3 fois par an. Là, on en avait une par semaine, donc forcément les protocoles étaient éclusés beaucoup plus rapidement et du coup beaucoup plus vite lancés. Donc on a vraiment quelque chose qui a été très 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 accéléré sur ce point de vue-là au niveau administratif et puis surtout l'effort financier de nos instances dirigeantes ont fait que ça a permis d'évoluer assez rapidement et de lancer des études assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'un vaccin à acide nucléique? Je pense que ça, c'est une question que vous pourrez avoir de vos patients. Donc, il faut bien préciser que ce sont les bases nucléiques de notre ADN et des ARN. Et là, dans le cadre de l'ARN messager. Donc, c'est une protéine qui code pour une protéine virale qui va être produite par nos cellules elles-mêmes, puisqu'on l'inocule. Elle est choisie en fonction de notre protéine d'intérêt, donc là pour le coup la protéine S, afin de développer des anticorps pour nous protéger de la phase invasive de cette maladie. Donc elles sont vraiment synthétisées au nôtre laboratoire, donc pas le nôtre mais au laboratoire industriel. Donc c'est pour ça c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vos patients. Ensuite, comment fonctionnent les vaccins? Donc c'est tout simple, hein. On injecte notre vaccin à ARN, en général dans le deltoïde, comme les autres vaccins en intramusculaire. Ensuite, il est incorporé dans le cytoplasme de nos cellules et l'ARN messager va utiliser le mécanisme de transcription de nos cellules pour produire la protéine S qui va être exprimée en surface de nos myocytes pour le coup et qui eux vont être après exposés à nos cellules présentatrices d'antigènes qui va intégrer la protéine, la digérer, puis après la présenter au lymphocyte B, lymphocyte T et ainsi de suite et déclencher donc notre immunité. Donc les deux études qu'on a actuellement, c'est celle de Moderna et de Pfizer. Elles portent sur 60 000 patients. On a entre 94 et 95% de taux de couverture vaccinale. Et quand on regarde les cas, c'est que vous aviez eu 8 cas pour Pfizer d'infection à Covid symptomatique, contre 162 sur le groupe placebo qui n'avait pas été vacciné, et 5 chez Moderna, c'était 5 dans le groupe vacciné et 90 dans le groupe non vacciné. Donc en fait, c'était placebo, hein, c'était l'injection de sérum Phi à la place de la souche vaccinale. Toutes les catégories d'âge, de sexe et de personnes souffrant de problèmes médicaux étaient inclus. Et vraiment, on a vraiment quelque chose qui se colle plus à la population générale et c'est pas une population d'études, bien que ils étaient quand même volontaires à la vaccination. Donc on était plutôt sur une population pro-vaccinale. Et du coup, on ne se heurte pas à toute la méfiance liée à la vaccination, puisque les gens y allaient pour être vaccinés. Du coup. Les effets secondaires les plus fréquents des vaccins à ARN sont plutôt classiques, qu'on voit assez fréquemment dans n'importe quel vaccin, hein. Ça peut être la rougeur au point de ponction, la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires, un petit syndrome grippal. Et ça, c'est en fait ce qu'on appelle la réactogénicité, puisque c'est quelque chose qu'on a vu de façon équivalente, que ce soit dans le groupe vaccination ou dans le groupe placebo. Après, on a eu deux effets systémiques qui peuvent arriver à la deuxième dose, un peu comme la réaction de sensibilité, où là, vous avez déjà un système immunitaire qui est déjà un peu stimulé, et le fait de le restimuler peut entraîner des réactions secondaires un peu plus importantes. Après, les autres, le principal, souvent, c'est vraiment les maux de tête, les céphalées, c'est ce qui est assez rapporté, et la fatigue. Il y a eu un cas d'adénite, et en fait, en regardant dans le sous-groupe, c'est quelqu'un qui avait présenté une infection locale au site de vaccination.
Donc du coup, c'est plutôt une adénite réactionnelle à l'infection cutanée. Et il y en avait un également qui a présenté une arthrite, mais c'est parce que le patient a bénéficié d'une vaccination intra-articulaire et non dans le deltoïde. Donc je ne sais pas comment a fait la personne qui l'a vacciné, mais c'était un violent, je pense. Voilà. Après, peut-il y avoir des effets graves? Pour l'instant, on a envie de dire non. Après, tout est possible, hein. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore bien. Il y en a ceux qui ont été reportés dans les études après enquête sur un comité indépendant. Ils ont jugé qu'ils n'étaient non liés à la vaccination, puisqu'effectivement, il y a eu des cas d'appendicite, de cholécystite, d'infarctus. Ça, c'est pas par rapport à la vaccination, c'est d'autres phénomènes de la vie. Quand on regarde dans la vraie vie, la question d'anaphylaxie, pour l'instant, il y a eu 6 cas d'allergie sans gravité aux États-Unis depuis le début de la campagne vaccinale chez eux, à la première dose, chez des patients qui avaient déjà présenté des réactions allergiques à d'autres vaccinations, donc plutôt des terrains particuliers. On a eu des cas rapportés dans les médias depuis la vaccination en Grande-Bretagne, mais il n'y a eu rien encore de publié sur ces cas de réactions allergiques en Grande-Bretagne. On n'a pas encore les données. Et il faut juste mettre ça en parallèle que c'est 6 cas sur 270 000 et qu'actuellement, la mortalité du Covid, elle est de 0,5 à 1,4%. Donc, c'est beaucoup plus important que nos 6 cas d'allergie sur les 270 000 vaccinés. Les vaccins ARN peuvent-ils modifier nos gènes? Ça, c'est quelque chose que vous voyez circuler également sur les réseaux. Donc, non. Puisque lors de la synthèse protéique, le sang c'est ADN, ARN, protéines, et là nous on injecte un ARN messager, donc ça fait que de l'ARN messager aux protéines, ça ne peut pas aller dans notre ADN. Il n'y a pas d'enzyme de reverse transcriptase contenu dans nos cellules. Donc, il n'y a pas, ce risque n'est pas possible. C'est pas comme les complotistes qu'on peut voir par rapport à l'analogie faite avec le VIH, qui est un rétrovirus et qui du coup peut s'incorporer dans nos cellules. Les séquelles, c'est pareil, peut être transcrit par les rétrovirus endogènes. Donc ça, c'est quelque chose qui circule également pas mal sur la toile. Et effectivement, dans notre organisme, dans notre ADN, on a des traces de virus qui ont circulé chez nos ancêtres, mais on n'a pas les protéines pour intégrer les nouvelles protéines virales. Actuellement, c'est probablement des traces dues à une immunité. C'est pour ça que certaines personnes sont prédisposées ou non à faire certaines maladies virales. L'inconvénient, c'est qu'on est qu'à l'état de trace et que du coup, si on est exposé du coup de nouveau à ces virus-là dans 10 ou 15 ans, quand on aura une autre épidémie, on ne sera pas protégé du tout. Donc ça, c'est surtout le côté qui est intéressant et qui vous pouvez dire dans le même sens quand vous avez des gens qui disent oui, mais moi, mes défenses immunitaires, elles sont bonnes, on a des rétrovirus endogènes, ça ne nous protégera pas puisqu'on n'est que sur des traces d'ADN, c'est des reliquats et ça permet en aucun cas de synthétiser des protéines ou des anticorps contre des virus circulants. Et en aucun cas, ça peut incorporer également le génome du virus pour lequel on est en train de se battre actuellement. L'histoire des nanoparticules, donc ça je vous ai expliqué, hein, c'est parce que l'ARN messager en tant que tel est très fragile et se dégraderait à peine administré dans le corps humain. C'est pour ça qu'il est entouré d'une protéine d'enveloppe lipidique et de polyéthylène glycol qui permettent de protéger en fait notre ARN messager pour permettre après qu'il rentre dans la cellule, qu'il soit synthétisé et qui permette la production de notre protéine cible. On est vraiment sur quelque chose de ça et c'est ça où vous avez comme c'est utilisé, ils ont utilisé le préfixe nano et du coup vous avez les complotistes qui nous parlent de nanorobots, de nanocellules pour éradiquer le nombre de personnes et tout. Et à ce que là, vous pouvez également répondre, c'est une phrase qui vient pas de moi, hein, mais que j'ai vu circuler pour les opposants à la vaccination, qui disent que c'est une thérapie du complot due par notre président, mais c'est sûr qu'il va effectivement éradiquer toutes les personnes qu'il veut protéger dans son électorat pour laisser les gens qui ne veulent pas voter pour lui s'exprimer librement dans quelques années. Ça, c'est des choses qui, qui circulent également sur Internet. Et donc, le polyéthylène glycol, pareil, c'est quelque chose qui est très controverse, hein, parce que PEG, pourquoi du PEG dans notre vaccin? Mais c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps, hein. Vous avez dans le macrogol pour la constipation, on l'a dans l'interféron dipégylé quand on a traité les hépatites C, on l'utilise encore dans les cellules à croissance hématopoïétique et comme anticancéreux, donc c'est quelque chose pour lequel on a énormément de recul. On sait que il n'y a pas c'est pas délétère pour nos patients et c'est vraiment quelque chose qui permet de stabiliser la membrane et qui du coup permet de bien protéger d'un acide nucléique.
Alors, le recul, à ce jour, on n'a pas de vaccin disponible, hein, c'est le premier qui est homologué, mais c'est quelque chose que nos chercheurs travaillent depuis 10 ans, notamment. C'est une technologie qui a fait l'objet d'améliorations continues. Et notamment, là, on a plusieurs vaccins qui sont en cours de test sur le Zika, la grippe, la rage, le cytomégalovirus. Mais comme je vous dis, c'est des vaccins pour lesquels c'est des niches, ça intéresse pas beaucoup de monde. Donc, c'est des vaccins où il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est des choses qui mettent du temps à produire, contrairement à là où ça intéressait tout le monde et que du coup, on a eu une enveloppe très satisfaisante. Également, les vaccins prometteurs, c'est les vaccins à ADN et qui commencent à être utilisés chez les animaux. Les avantages de la vaccination, c'est qu'il est rapide à produire. On peut s'adapter extrêmement vite en cas de mutation des protéines d'exposition, puisque comme c'est des séquences d'ADN qu'on synthétise au laboratoire, une fois qu'on a la séquence, on peut tout de suite lancer la machine de production. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui pourra permettre également éventuellement de faire un ajustement assez rapide en cas de progression des connaissances. Mais à première vue, la protéine Spike n'a pas été modifiée entre la souche qui circule actuellement et la nouvelle souche qui circule en Grande-Bretagne. D'après les données qu'on a, c'est vraiment les mêmes protéines Spike. Par contre, il a l'air d'être beaucoup plus contagieux donc, que le premier. Donc il a un R0 beaucoup plus élevé. Donc du coup, on est vraiment là-dessus. Ça, c'est l'avantage. Et en plus, on l'a produit de façon naturelle par nos cellules. Donc, une fois qu'on a fait notre séquence d'ARN messager ou d'ADN injecté, modifié, c'est nos propres cellules qui vont produire cette protéine. Donc, du coup, on n'a vraiment pas de souci de difficulté, d'intolérance avec des adjuvants ou des choses comme ça. On s'épargne ça. Un autre argument que j'ai vu circuler sur Internet, hein, ça peut peut-être intéresser certains de votre patientèle masculine, surtout s'ils ont des problèmes de croissance pénienne. Mais bon, ça risque d'affoler un peu leur partenaire parce qu'une croissance du pénis de 120%, ça commence à être dangereux, je pense. Mais ça, c'est des choses qui circulent pas mal. Le vaccin anti-Covid-19 contient-il des adjuvants? Je vous ai répondu non, il n'y en a pas. Surtout les vaccins ARN, ils n'en ont pas besoin. Et en fait, leurs structures même jouent un rôle adjuvant par eux-mêmes. Et du coup, l'autoproduction est juste nécessaire. Par contre, on peut avoir effectivement une petite réaction inflammatoire et du coup, c'est celle-ci qui peut faire craindre la survenue d'effets secondaires ou d'entrée dans de pathologies auto-immunes, notamment si vous avez beaucoup de production d'interférons. Donc, les vaccins inactivés, les vaccins protéiques et les vaccins ADN, eux, par contre, nécessitent l'adjuvant. Alors, je ne sais plus les personnes, faire vacciner avec le vaccin ARN Pfizer Biotech. Donc, l'HAS actuellement recommande la vaccination chez les personnes à risque et ne la recommande pas chez les personnes aux antécédents d'allergie. Donc, c'est des choses qu'il faut rechercher lors de votre consultation pré-vaccinale. Donc, du coup, c'est vraiment tous les antécédents d'allergie, hein, que ce soit alimentaire, au venin, aux plumes, au latex, au pollen, aux médicaments. Donc, vraiment, là, du coup, ils ont mis ceinture et bretelles. Dès qu'il y a un patient qui est allergique, on ne le vaccine plus. Pour le moment. Ça changera puisque on attend l'arrivée des études et des études dans la vraie vie pour avoir les données et éventuellement rectifier le tir en fonction. En pratique, l'administration doit avoir lieu dans un établissement capable de réaliser une réaction allergique. C'est pour ça qu'il y a une nécessité d'une présence médicale au moment de la première injection et au moins une surveillance de 15 minutes. Et bien sûr, si on fait une réaction allergique à la première dose, on ne fait pas la deuxième dose, ce qui paraît logique. Donc, ça a l'air d'être efficace sur les personnes ayant déjà été infectées par le SARS-CoV-2. Pour le moment, on recommande pas forcément, enfin l'ARS recommande pas de vacciner les patients qui ont déjà présenté une infection au Covid dans l'année. Ce qu'on sait, c'est que nous, je ne sais pas si vous l'avez eu en médecine générale, mais nous, on a déjà eu des patients qui ont présenté une deuxième infection à Covid dans la même année. Mais en général, ils avaient fait une forme plutôt modérée la première fois et une forme un peu plus sévère la deuxième fois. C'est sur des terrains assez particuliers d'immunodépression. Donc, je pense que si votre patient a des facteurs d'immunodépression, moi, je lui proposerai la vaccination. Dans ce cas-là, il faut la faire 3 mois après l'épisode, de préférence. Il n'y a pas besoin de faire des sérologies avant, d'autant plus que le dosage des anticorps neutralisants ne se fait qu'en phase de recherche et que pour l'instant, on ne les a pas forcément disponibles. En systématique. Pour l'instant, devra-t-on faire un rappel tous les ans? À l'heure actuelle des connaissances, on a l'impression que non.
Mais du coup, on va voir comment ça évolue et comment la couverture vaccinale va évoluer. Et donc voilà les 2 dernières choses que j'ai vues également circuler sur Internet récemment, donc de notre collègue Carabin qui avec de l'humour, arrive à faire passer certains messages intéressants. Donc, effectivement, il y a un risque, puisque c'est quelque chose de nouveau. Donc, comme tout médicament, il y a un risque, mais que ce risque est négligeable par rapport à la maladie et le risque de décès qu'elle corpore, surtout quand on compare vraiment le risque de survenue d'un effet désirable à notre vaccin par rapport au risque de terminer en réa intubé, qui est pour l'instant en balance bénéfice-risque et en faveur de la vaccination. Et à la limite, c'est vrai qu'il y avait ce petit schéma-là qui résume assez bien. Vous avez peut-être plus de risque de mourir d'un accident de la voie publique en venant au centre de vaccination que d'avoir un effet secondaire de votre vaccin le jour où vous êtes vacciné. Actuellement, celui qu'on a, c'est 2 injections, J0, J21. Pour les autres, c'est en train d'évoluer. La première en présence médicale et la nécessité de la consultation prévaccinale avec 5 jours d'avance, ça c'est en train d'être complètement modifié parce qu'ils ont l'air de dire que c'est plutôt des soucis administratifs ça, et c'est vraiment quelque chose qui nous embête et en fait on est vraiment sur la vaccination a lieu, vous voyez votre patient, il est d'accord pour la vaccination, on le vaccine tout de suite. La consultation prévaccinale a pour but vraiment de rechercher les contre-indications à la vaccination. Donc c'est vraiment rechercher des antécédents d'allergie. Voilà, je suis disponible pour vos questions.